Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pas en raison d'un soi-disant sentiment obscur et métaphysique qu'elles auraient d'être des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Notre déclaration, elle compte déjà plus de 39 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays, et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine environ. Nous vous invitons à la signer à votre tour si ça n'est pas déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 2 réaffirme la maternité comme un statut exclusivement féminin. L'article 3 réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. Et l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Alors aujourd'hui, nous recevons Ghislaine Gendron. Elle est coordinatrice pour le Québec de la Women's Declaration Internationale, WDI. Elle est l'une des 26 co-autrices de Ventre à louer, une critique féministe de la GPA. Elle est cofondatrice et conférencière pour le site web SOS GPA. C'est un site d'information, vous allez avoir le lien, destiné à informer les mères porteuses de leurs droits et des risques médicaux. Et SOS GPA informe aussi sur la teneur des contrats de GPA, analyse les causes judiciaires et cumule les récits des mères porteuses et des parents bénéficiaires. Elle est autrice de nombreux articles sur la GPA, Figaro, La Presse, Arguments, Mémoire, Projet de loi 2, Projet de loi 12 sur la réforme du droit de la famille au Québec. Elle a fait partie du conseil d'administration de PDF Québec de 2014 à 2020. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de la déshumanisation des naissances à travers la GPA, donc la grossesse pour autrui, et des liens entre la GPA et le transhumanisme. Alors bonjour Ghislaine. Bonjour Marie, merci de nous recevoir. Je dis bonjour aussi, je salue tous les gens qui sont en ligne au Québec et en France. Alors, je suis très contente de pouvoir vous présenter un petit peu le résultat des recherches que j'ai faites en collaboration avec ma cofondatrice du site SOS GPA qui s'appelle Clémence Trilling et que je salue en passant. Voilà. Alors, voilà, je vais commencer par je voulais vous faire comme introduction, c'est quelque chose que j'ai rajouté là, parce que récemment, ben, il y a eu la rapporteure spéciale de la violence faite aux femmes, Madame Rim Al-Salem, qui a présenté au siège des Nations Unies un rapport qui était assez dévastateur sur la grossesse pour autrui. Donc, je me suis dit que c'était important de le souligner. La GPA qui est sous forme altruiste existe est légale au Canada, donc depuis 2004. Et le Québec reconnaît les conventions de GPA depuis 2023, reconnaît les contrats finalement. Ces contrats ne sont plus frappés de nullité absolue maintenant depuis la réforme du droit de la famille au Québec en 2023. Alors, pour faire un petit topo, les législateurs ont débattu les conditions pour permettre la pratique, mais ils n'ont jamais abordé les motifs pour lesquels ils étaient interdits dans le Code civil du Québec. Ces motifs-là, c'est qu'ils enfreignaient l'ordre public. Donc ça n'a pas été débattu du tout. Ils n'ont pas dit pourquoi, tout d'un coup, ces contrats-là n'enfreignaient plus l'ordre public. Alors, le législateur québécois ne reconnaissait pas ces contrats-là parce qu'ils enfreignaient le principe, les principes, en fait, d'ordre public, puis ils n'avaient pas de reconnaissance juridique devant les tribunaux québécois. Alors, pour préparer l'acceptation sociale de la grossesse pour autrui en 2023 et 2024, le gouvernement actuel a beaucoup été aidé par les médias québécois et le diffuseur public Radio-Canada.
qui a toujours présenté le point de vue des bénéficiaires et de l'industrie de la fertilité et jamais les problèmes qui étaient soulevés. La couverture médiatique vraiment déséquilibrée là, a passablement nui à la compréhension de la pratique par le public québécois qui ont pas ont pas, évidemment, on peut plus saisir les tenants et les avenants. Alors, les citoyens canadiens et québécois sont tous sous l'impression, pas tous, mais la plupart sont sous l'impression qu'il s'agit d'une pratique inoffensive, une convention entre adultes consentants. Puis ils sont tous sous l'impression, ils sont beaucoup sous l'impression que les recherches médicales et sociologiques appuient cette perception-là. Alors pourtant, évidemment, les statistiques, les données probantes, les poursuites judiciaires, les litiges contractuels, les recherches médicales racontent évidemment des réalités qui sont assez différentes. Malheureusement, ces informations n'ont pas encore atteint les médias et les politiciens non plus, puis au bout du compte, ben, ils n'ont pas évidemment atteint les citoyens. Alors, j'ai pris cette première introduction-là ou cette première diapositive-là parce que je trouvais important de rappeler ça. Puis j'insiste sur la responsabilité des médias qui n'ont pas joué leur rôle de garde-fou au moment où la loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, je suis très heureuse que le 10 octobre dernier, la rapporteure spéciale de l'ONU a dénoncé directement le rôle actif qui a été joué par la média. J'ai traduit ce qu'elle a dit, là. Elle a dit, je tiens également à dire que la manière dont les médias parlent de la grossesse pour autrui représente un grand défi auquel nous sommes confrontés, car ils édulcorent bien sûr cette pratique, ils l'embellissent et ils jouent un rôle très actif dans le conditionnement, elle utilise le mot grooming en anglais, des femmes et des jeunes filles, notamment pour les inciter à donner leurs ovules en la présentant comme étant à la fois rentable, sûre et altruiste. Voilà. Alors, maintenant, je vais aborder, ça c'était mon introduction parce que je voulais vraiment souligner le courage de Madame Al-Salem et son engagement ferme, vraiment ferme à s'opposer aux violences qui sont faites aux femmes, pardon. Alors là, j'arrive à mon sujet. J'ai parlé un peu de Clémence Trelling et moi. On avait été invités l'année dernière, je vous mets le contexte. On avait été invité l'année dernière par les éditeurs de la revue Argument pour réfléchir sur le thème, ça s'appelait le corps en trop. Alors, c'était une thématique qui était pour leur prochaine publication. Alors, ils nous ont proposé ce thème-là, puis nous, le sujet nous a beaucoup plu parce que on a été tout de suite séduits parce qu'on y a vu de nombreux parallèles avec la grossesse pour autrui, puis je vais vous communiquer le résultat de nos réflexions sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça partager avec vous ces réflexions-là sur l'absence du corps dans les nouvelles pratiques et du corps et de l'esprit même, on va voir comment, dans les nouvelles pratiques de reproduction, puis ce rapport-là à notre humanité, là, le rapport qu'on a par rapport à la reproduction de notre propre procréation humaine et notre humanité. Donc, on part toujours comme féministes des principes féministes et humanistes là, qui nous viennent évidemment des droits de l'homme, la France, les droits de l'homme qui nous animent, l'universalisme, les principes universalistes, mais il y a une nouvelle philosophie qui s'est imposée lentement, mais qui a commencé vers la fin du 20e siècle et qui s'impose de plus en plus au 21e siècle, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme s'est répandu grâce au développement assez stupéfiant d'ailleurs des biotechnologies au cours des dernières décennies. Alors, il s'est construit sur des mythes anciens et modernes qui sont bien connus. Ces deux mythes fondateurs-là en tout cas qu'on a identifiés ensemble, ils se distinguent principalement par vous avez à droite, pardon, à gauche, le rêve d'Icare, là,
en tout cas qu'on pourrait peut-être traduire par une sorte d'affranchissement ou une volonté peut-être d'affranchissement de sa condition humaine. Et puis, on voyait aussi des parallèles avec beaucoup d'ailleurs, avec le mythe, le fameux mythe du docteur Frankenstein et la création, sa créature, qui est la dissociation et l'assemblage. La dissociation, on prend des morceaux de corps, on les met ensemble, et puis ensuite, on dissocie et on assemble à la fin, à la toute fin. Alors, je vais vous montrer comment ces mythes-là sont présents, en fait, dans la grossesse, les techniques de reproduction et la grossesse pour autrui, évidemment. Alors, je l'ai un petit peu imagé de cette façon-là. Ce que vous voyez en haut, c'est le désir d'affranchissement des limites de notre condition humaine, qui est le moteur, en fait, c'est le moteur du courant transhumanisme. Alors, son objectif, c'est de repousser ces limites biologiques-là, l'objectif du transhumanisme. Puis on peut dire qu'il se différencie de la médecine traditionnelle par sa volonté d'intervenir dans le fonctionnement biologique du corps pour lui faire accomplir des performances inédites dans l'histoire humaine, ou on peut dire aussi peut-être surnaturelles, dans le sens que c'est au-delà des limites biologiques naturelles. Alors, j'en donne quelques exemples là, sur la diapositive que vous voyez à l'écran. Alors, la première, ce que vous voyez en haut, c'est que c'est des hormones synthétiques qui sont administrées aux femmes, aux donneuses d'ovocytes, par exemple, pour que leurs ovaires produisent simultanément des dizaines d'ovocytes en une seule ovulation. Ça, c'est une performance qui est complètement inédite dans l'histoire de l'humanité. Ça s'est jamais fait. Les femmes sont capables de produire un ou deux ovaires par cycle menstruel, mais là, on parle de dizaines, de vingtaines, de quarantaines et au-delà, plusieurs dizaines. Donc, ça naît du transhumanisme, c'est-à-dire que c'est donner des performances qui n'existaient pas. C'est pas guérir, c'est pas soigner, c'est donner des performances qui n'existent pas dans le corps humain. Mais c'est absolument effrayant parce que là, c'est pas augmenter le corps pour vivre mieux, c'est augmenter le corps d'une femme pour l'utiliser. C'est-à-dire que là, on va booster son organisme pour la transformer en pondeuse finalement. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est exactement ça. C'est Oui. exactement ça parce que on sait que si on fait une petite comparaison avec les donneurs de sperme, ben ils n'ont pas de problème de spermatozoïdes quand on a un donneur de sperme. D'un, il y en a des milliers, des millions, je crois, dans une seule éjaculation. Donc ils en ont tant qu'ils en veulent. Tandis que les ovocytes, qui est un peu l'or, le gold, tu sais, le golden nugget, qui est très difficile à extraire. Et puis, par femme, par mois, ben, c'est évidemment très loin d'être assez pour faire marcher une industrie. Mmh. Ensuite, l'autre performance, c'est la fragmentation de la maternité, ce que vous voyez en deuxième partie, la deuxième image, en partant par le haut. Donc, les méthodes qui sont utilisées dans les GPA impliquent souvent, mais pas toujours, que des embryons soient conçus, c'est-à-dire in vitro. In vitro, ça veut dire en dehors du corps humain. Alors, ces techniques-là permettent de créer des embryons avec les ovocytes d'une femme et de l'implanter ensuite dans l'ovocyte d'une autre femme. Donc, on a ici deux maternités. On a une maternité qui est génétique, qui provient de la femme qui a fourni ces ovocytes. Et puis, on a une maternité qu'on pourrait appeler biologique. En fait, ils n'ont jamais été séparés, là. Ils n'ont jamais été séparés, ces maternités-là. Ils ont toujours été la même. C'est toujours la même femme, sauf maintenant, pour la première fois dans l'histoire humaine, on sépare la maternité. Vous savez, les Romains disaient mater, semper, certa est. On sait toujours qui est la femme. Bien, avec la fragmentation de la maternité puis les nouvelles techniques, cette affirmation-là commence à disparaître.
Alors, les embryons peuvent être on arrive à la troisième image qui est ici, la reproduction humaine en dehors du corps. Alors, les embryons peuvent être cryoconservés, ça veut dire congelés dans des contenants d'azote liquide. Et puis là, ils peuvent être suspendus dans le temps, c'est la quatrième image, complètement dissociés de leur environnement utérin. Ces embryons-là pourraient être utilisés pour de la recherche. Leur naissance pourrait être attendue quelques mois plus tard, ou 5, 6 jours plus tard, ou quelques années, des dizaines d'années. Les embryons pourraient être vendus, cédés, achetés ou détruits. Leur futur puis leur existence, en fait, dépend complètement des législations des États où ils sont cryoconservés. Et les intentions, dépend des intentions des personnes qui les ont commandités. Oui, qui les ont commandées. Et puis, si ces personnes-là sont mortes, on commence à avoir des requêtes en cours et puis des cas juridiques où est-ce que tout le monde se demande quoi faire avec des embryons qui ont appartenu à des gens qui sont maintenant décédés. Ensuite, on arrive, oui, voilà, ici. Alors, j'ai imagé ça un petit peu. Comme dit Marie, j'aime bien faire des images pour exprimer Elle ce est que je très veux dire. parlante, hein. Elle est Oui, très parlante celle-là. c'est ça. Alors là, j'ai un petit peu imagé là, le processus de GPA. Donc, tout le processus de GPA, ça veut dire de la conception de l'embryon jusqu'à son aboutissement, repose sur la dissociation de l'esprit et du corps. On le voit dans le langage. Alors, la dissociation psychologique a été souvent observée, on sait, est décrite comme un mécanisme de défense des personnes qui ont subi des traumas. Maintenant, on utilise ce langage-là de se dissocier psychologiquement de l'enfant qu'on porte ou de l'ovocyte qu'on donne pour justement, c'est utilisé, mais en prévention comme mécanisme de défense déjà pour ne pas souffrir ou ne pas se rendre compte de ce qu'on fait ou se distancer justement par rapport à l'action qu'on fait. Alors, à chaque étape dans la GPA, la dissociation psychologique des mères porteuses et même des donneuses d'ovocytes, ça nécessite d'être accompagné d'un langage qui modifie la réalité. Alors, à chaque étape du processus, le personnel des cliniques de la fertilité tiennent un discours différent et quelquefois contradictoire. Ils vont tenir un discours à la donneuse d'ovocytes, un autre à la mère porteuse, un autre à la femme qui fait une fécondation pour elle-même. Donc, la maternité change, puis la valorisation de la maternité change en fonction de à qui il s'adresse. C'est assez intéressant de lire les différents témoignages. Il y a la chercheuse Diane Taubert qui explique la dissociation corporelle comme ceci. Elle dit la séparation du corps et de l'esprit est particulièrement importante pour amener les pourvoyeuses à considérer ces ovocytes comme étant du matériel génétique appartenant à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour elle, elle dit, c'est un peu, elles associent ça de plus en plus à un don d'organes, en fait. Taubert dit que dans une fécondation in vitro pour soi-même, tout le langage du personnel médical va servir à faire percevoir la pourvoyeuse comme une donneuse d'organes et la receveuse va être perçue comme la vraie mère parce que c'est elle qui accouche et qui porte l'enfant. Puis dans le cas d'une GPA, ben, la vraie mère, ça va être celle qui se lève la nuit et qui donne et qui berce et le narratif change à chaque fois, là. Le narratif de ce qu'est la maternité. Il y a vraiment une manipulation par le langage, en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est que vraiment, on va changer le discours, c'est-à-dire qu'il y a rien de vrai dans ce qu'ils disent puisque ça change en fonction des des circonstances, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que la définition change et varie en fonction des intérêts, en fait, des intérêts des patients ou des clients, dépendamment où est-ce que de ce qui se passe, qui subit les interventions. Et puis, ça change en fonction aussi des intérêts de la clinique, bien entendu.
Alors, euh, vous voyez, dans le narratif c'est de la pourvoyeuse d'ovocytes, qui est une tierce partie en général là, dans la reproduction assistée, ben, en général, elle n'est jamais associée à la reconnaissance de la filiation génétique. Puis ça, c'est intéressant parce que même au Québec, quand ils ont passé la loi, ils n'ont pas reconnu la filiation génétique d'une femme qui donne ses ovocytes pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, pour le faire porter par une mère porteuse, par exemple. On a vu ça dernièrement avec le cas d'Amélie Lemieux, mais elle, son ovocyte n'est pas reconnu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si la mère porteuse change d'idée et décide de garder l'enfant, ben, elle peut pas, dans un cas où il y avait un contrat avec un couple d'hommes, par exemple, elle va être obligée quand même de partager la parentalité avec le père parce que sa filiation génétique, elle est reconnue. Tandis qu'une femme qui donne son ovocyte pour le faire, pour qu'un embryon soit formé et qu'il soit implanté dans le corps, dans l'utérus d'une mère porteuse, elle n'aura pas cette reconnaissance-là selon la loi du Québec. Je ne sais pas si c'est clair, Marie, ce que je... Alors, Oui, je vais essayer de reformuler si je d'accord. comprends bien. C'est-à-dire que dans Oui. tous les cas, si je comprends bien, un homme, on reconnaît sa filiation parce qu'il donne, il donne ses, ses gènes, c'est forcément reconnu. C'est vraiment une invisibilisation de toute façon de la filiation, quelle qu'elle soit, dans tous les cas des mères, en fait. Enfin, Ben, en fait, c'est-à-dire c'est que que la maternité... Oui, vas-y, continue. les gènes des femmes ne valent pas la même chose que les gènes des hommes, si je comprends Ben, bien. oui, mais en fait, ils sont pas capables de déterminer ce que c'est que la filiation maternelle parce Oui, qu'ils font une symétrie avec la filiation paternelle. La filiation oui. paternelle, c'est juste une contribution génétique, la détermination de la filiation, tandis que la filiation maternelle, ça a toujours été deux choses. Ça a toujours été Oui. la biologie, la grossesse et la génétique. Donc, voilà. Et les pourvoyeuses de fossiles vont dire, on entend quelques-uns dire, ce sont juste des cellules de mon corps. Oui. Voilà. Ah oui, là, j'ai On mis. n'entendrait jamais, enfin on dirait jamais, enfin, quand on voit certaines femmes qui ont des difficultés avec un père violent, etc., jamais un homme qui aura juste donné quelques spermatozoïdes ne dira c'est juste quelques cellules de mon corps. Il Ah a vraiment une oui! Oui, propriété sur l'enfant. Enfin, jamais on entendrait un homme dire ça. tout à C'est fait. c'est Très aberrant. bonne remarque. Tout à fait. Très bonne remarque. Alors voilà, oui, c'est ça. Ensuite, je vous ramène maintenant à pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce que je vous amène un troisième mythe, en fait. Pourquoi un mythe moderne? Pourquoi est-ce que on a recours à la maternité de substitution au Canada et ailleurs? Pourquoi on a développé ce marché-là? Alors, le premier mythe, c'est que la GPA c'est celui qu'on entend le plus souvent, donne l'opportunité à des gens infertiles de devenir parents. Moi, c'est ce que je croyais aussi beaucoup au début, jusqu'à temps qu'on commence à s'intéresser à qui sont les clients, pourquoi, quel est le pourcentage, etc., et qu'on voit aussi le marché évoluer, là. Alors, les données que je vous présente à l'écran, c'est des vieilles données, ça a déjà presque 10 ans, là, en tout cas 8 ans. C'est des données qui datent de 2017, qui ont été prises en Ontario. C'est sur comment dire, un échantillon de 287 arrangements en Ontario. Alors, je les ai séparés en deux parties. Vous avez à gauche les personnes fertiles et puis à droite les personnes infertiles, puis vous les voyez en pourcentage. Alors, les couples du même sexe, en 2017, c'était 40% de GPA en Ontario, de la clientèle. Les célibataires, hommes et femmes, 5,6%. Donc, je vous le mets, je les ai mis, si vous voulez, à gauche de l'écran parce que ce sont tous des personnes fertiles. Ce ne sont pas des personnes infertiles, en fait. Et puis, à droite, vous avez les personnes infertiles.
selon toujours le même échantillonnage, 55% étaient des couples hétérosexuels, pardon, avec une infertilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, il y en a qui ont beaucoup, il y en a plusieurs qui ont déjà été fertiles, en fait, c'est qu'ils sont devenus infertiles avec l'âge. Alors, vous allez voir que finalement, les personnes réellement infertiles sont pas si nombreuses que ça dans la GPA. Alors, depuis quelques années, certains États, dont le Québec, ont élargi l'accès aux subventions pour assistance aux techniques de reproduction pour y inclure ce qu'ils appellent l'incapacité à se reproduire. Ça comprend l'incapacité à se reproduire seul. On élargit, on élargit la définition d'infertilité pour les programmes de subvention de fécondation in vitro, les programmes de subvention d'extraction d'ovocytes, d'implantation d'embryons, etc., pour y inclure les personnes seules qui sont, selon le gouvernement, incapables de se reproduire. Et aussi dans les relations, dans le cadre des relations homosexuelles. Et aussi, on l'a aussi étendu aux personnes qui sont trop âgées maintenant pour se reproduire. Alors, si je fais encore le lien avec, là, j'ai mis un petit drapeau du Québec à mon ICAR, là, parce que je me suis dit que finalement, c'est comme si l'État vient compenser d'une certaine façon les limites de la reproduction humaine. On ne peut pas se reproduire seul, on n'est pas des amibes. Il faut avoir une relation entre un homme et une femme, puis on a une limite au niveau de l'âge pour les femmes, en tout cas. Alors, l'État, en choisissant ça, vient compenser les limites de la nature humaine. C'est assez spécial. C'est comme si l'État devenait un peu adopté, en fait, une philosophie transhumanisme. Euh, pour eux, pour l'État maintenant, en tout cas l'État québécois, être célibataire, être dans une relation de couple homosexuel ou être trop âgé, c'est interprété comme une équivalence à la condition médicale d'infertilité. C'est une équivalence. Alors, en élargissant la définition à un statut social, puis même à un effet normal de vieillissement, vous voyez que le marché mondial de l'infertilité élargit son bassin à beaucoup, beaucoup de clients. C'est pour ça qu'on voit souvent les projections boursières du marché de l'infertilité, qu'ils appellent le marché de l'infertilité qui sont énormes, là. On voit les projections qui se multiplient à chaque année. Parce qu'ils, bien sûr, le bassin de gens infertiles, quand tu commences à élargir la définition comme ça, ben, tu viens de voir, quand tu es en bourse, puis que tu vois un paquet de clients comme ça, potentiels, ben, c'est très intéressant de pouvoir, au niveau rentabilité et profit, tiens. Alors, certains États reviennent maintenant. Là, il y en a qui ont commencé à s'en apercevoir. La Grèce, entre autres, là, ils sont revenus sur leur définition. Ils étaient comme le Québec, ils avaient fait la même chose. Ils sont revenus sur leur définition de l'infertilité. Je lisais dans le journal Le Parisien qui annonçait que le ministre de la Justice grec qui s'appelle Georgios Floridis, et reconsidérait maintenant leur définition de l'infertilité. Alors, je vous cite ce qu'il a dit. Les hommes en Grèce ne pourront pas avoir d'enfants par GPA s'ils sont célibataires ou dans une relation homosexuelle. Puis là, il a ajouté que cette décision vise à éliminer l'ambiguïté juridique sur le concept incapacité à mener une grossesse. Voilà. Ah, je n'étais pas sur la bonne, excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne, voilà. Je n'étais pas sur la bonne diapositive. Pour ça, vous voyez le petit drapeau du Québec ici, là, dans les mains du cœur. Alors, je passe à la suivante, ici. Vous évoquez quand même Je vais vous la présenter d'abord. Alors, avec la GPA, les dons d'ovocytes, la médecine, en fait, la médecine redéfinit son rôle social.
Elle ne cherche plus seulement à soigner, à guérir ou réparer des organes dysfonctionnels, des blessures, des traumas ou alléger la douleur. Alors, la médecine a lentement glissé vers l'idée, elle aussi, vers l'idée séduisante d'un être humain augmenté. Alors, rendre les femmes fertiles au-delà des limites de leur corps, en se servant des gamètes extraits sur des femmes plus jeunes et souvent plus démunies financièrement, ben ça, c'est devenu une solution moderne pour s'affranchir de sa condition humaine. Puis, voyez, le petit vidéo que vous avez là, c'était le projet de loi 20. Et vous allez voir comment le médecin, je vous l'ai mis là parce que je voulais vous montrer comment le médecin est arrivé au chiffre de 15 à 25% de la population qui serait infertile. Alors, on a l'explication ici. Une réalité que, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité est considérée comme une maladie essentielle. Alors, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas juste accidentel, mais c'est vraiment considéré comme une maladie essentielle. Et la prévalence est de 15 à 25% de la population en général, ce qui est quand même énorme. Est-ce que vous êtes à même de constater ça? On est en train de vivre au Canada et au monde, dans les pays qu'on appelle industrialisés, un changement social. Ça veut dire que les femmes actuellement donc, pensent à avoir le premier enfant, la première conception après 35 ans, ce qui est estimé qu'il y a 25% à 30% de la population canadienne qui accouche après 35 ans. Quand on parle de 35 ans ou plus, du même problème que je viens de citer, il y a une augmentation des taux d'anomalies chromosomiques, donc diminution des taux de grossesse, augmentation des risques de fausse couche. Donc c'est pour ça qu'on a écrit le 15-25%. Ça dépend de la population, ça dépend de l'âge et la première grossesse. Par exemple, en France, c'était l'âge moyen d'avoir de la première grossesse était 22 ans il y a 15 ans. Actuellement, il est 29 ans, 30 ans. Donc c'est une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis c'est pour ça que les traitements de fertilité sont de plus en plus en demande. De plus en plus en demande. Alors, on est allé voir, évidemment, ça nous intéresse quand on entend des chiffres comme ça. Alors, on est allé voir dans le registre canadien de la reproduction assistée de 2023, quelles étaient les données par rapport aux stimulations ovariennes. Et c'est un parenthèse, là, c'est un registre qui cumule les données de 35 cliniques de fertilité au Canada. Plus de la moitié sont en Ontario. La province de l'Ontario est une grosse province. C'est la province la plus importante de l'industrie de la fertilité. C'est un petit peu la locomotive de l'industrie au Canada. Alors, ce registre-là, c'est sur une base volontaire. C'est pas toutes les cliniques qui participent à cette base-là de données. Alors, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, la première raison de faire une stimulation ovarienne à une femme, c'est parce que les hommes sont infertiles. Alors, 25%, là, c'est la raison la majeure. On fait ces interventions-là invasives sur des femmes parce que les hommes sont infertiles. Ah C'est oui, quand même évidemment, intéressant. on va pas faire des interventions invasives sur les hommes infertiles, les pauvres choupinous, ce serait trop invasif pour eux. Du coup, c'est eux qui ont un souci de fertilité, mais c'est les femmes qui ont charcute. C'est ça que tu Oui, nous c'est dis. ça. Oui, ben c'est un peu ça, oui, c'est ça. En fait, c'est que en tout cas, on peut le voir, j'en avais mis quelques exemples à la fin, mais comme le spermatozoïde a du mal à féconder l'ovule, ben, il faut extraire l'ovule de la femme pour le mettre dans une boîte de pétri, puis donner, des fois, ils mettent un genre de petit moteur où ils forcent le spermatozoïde à rentrer dans l'ovule. Alors, c'est pour ça que on extrait, on fait donc pour faire ça, il faut faire une stimulation ovarienne aux femmes. Ouais. Et J'attire même aussi, oui, vas-y. oui, non, mais même de forcer un spermatozoïde à avancer, de booster, c'est pas invasif pour l'homme parce que ça se fait à l'extérieur de son corps, j'imagine. Exactement, tout à fait.
Puis on peut dire que, je sais pas, là, s'il y a de la misère à se mouvoir, en tout cas, c'est peut-être un commentaire un peu en lien avec les théories de l'évolution, mais s'il y a de la misère à se mouvoir, le petit spermatozoïde, ben peut-être que ça fera pas des enfants si forts que ça, mais bon, on tombe dans un autre, dans un autre sujet. Mais j'attire votre attention ici aussi sur le troisième et le quatrième chiffre. Alors, c'est écrit en anglais, diminished, je vais vous le lire en français, c'est diminution de la réserve ovarienne. Donc, la femme a moins d'ovules, produit moins d'ovocytes et l'âge avancé de la femme. Ça aussi, c'est d'autres raisons de faire des stimulations ovariennes. Mais ces deux raisons-là, c'est l'âge. Parce que la cause majeure de la diminution de la réserve ovarienne, c'est l'âge. Donc, on essaie encore de repousser les limites de la procréation pour la femme euh, de la femme, puis on essaie de compenser aussi les limites de l'homme en faisant ces opérations. On verra les conséquences de ça un petit peu plus loin. Donc, ce qui fait que ce qu'on appelle de l'infertilité, ben, voyez-vous, il y a 40% des femmes qui sont trop... C'est là que je suis allée voir le chiffre, là, les fameux couples hétérosexuels qui faisaient 55% des recours, tantôt qu'on a vu du recours à la GPA. Ben, il y en a 38% qui sont trop âgés, là. Donc, c'est pas tout à fait la définition de l'infertilité. Et puis, tout en bas, ben, vous voyez que ça commence à grossir ces chiffres-là. Là, ils sont en bas, mais je serais pas étonnée que dans quelques années, ils soient plus hauts. C'est le don d'ovocytes, le don, en fait. Oui, le don. Ce qu'on appelle le don d'ovocytes et le besoin d'une porteuse gestationnelle. Hein? Donc, vous voyez encore là la déshumanisation du langage. Porteuse gestationnelle, gestational carrier en anglais, c'est une femme, une mère porteuse, quoi. Il n'y a même pas le mot femme ou. Enfin, il n'y Non, a rien. C'est même pas un être humain, quoi. non. Alors, Désigné. on a le mot femme, advanced female age, hein, en haut. Alors, male facteur, on a le mot mâle, on a le mot femelle, mais ici, ce sont des porteurs gestationnels. Voilà. Mhm. Ici, on arrive à quelque chose qui était, en tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant. On vient de voir les raisons et les statistiques qui sont invoquées pour justifier les recours à la pratique de la GPA et le don d'ovocytes. Alors maintenant, je vous propose d'examiner, comme on dit, le diable est dans les détails, là, les détails biologiques d'une fécondation in vitro dans le cadre d'une grossesse pour autrui. Alors, il y en a deux sortes de grossesse pour autrui. Il y a ce qu'ils appellent la grossesse gestationnelle et la GPA, pardon, pas la grossesse, mais la grossesse pour autrui gestationnelle et la grossesse pour autrui traditionnelle. Bon, ce qui différencie l'une de l'autre, c'est le matériel génétique qui est utilisé. Dans la traditionnelle, c'est l'ovocyte, c'est celui de la mère porteuse. C'est probablement celui qui est le plus sécuritaire pour la femme qui va. C'est probablement, oui, c'est la façon la plus sécuritaire pour elle au niveau des risques médicaux de faire une grossesse. Et évidemment, c'est pas celle qui est préférée par les cliniques de fertilité et par l'industrie. Alors, parce que cette femme-là, elle va être liée génétiquement et biologiquement à l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, ça empêche, même si ça reste qu'un discours et que c'est faux, mais ça empêche de dire, mais de toute façon, c'est pas ta génétique. Enfin, je dis pas que C'est c'est pas, exactement ça. de fait, ça reste son enfant, mais ça permet aux marchands de dire, il n'est vraiment pas à toi. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils préfèrent ce mode-là. C'est exactement ça. En fait, les raisons qui sont invoquées par les cliniques canadiennes, s'il y en a deux. Alors, la première, c'est qu'ils disent ça préserve des recours judiciaires, en fait.
Il dit si, tu sais, les clients ne perdront pas leur recours, en tout cas, ils espèrent que si jamais la mère porteuse veut garder l'enfant, ben ils auront moins de chances de gagner la cause si la mère n'est pas liée génétiquement à l'enfant. Ah, ils le La disent deuxième, comme ça, ils ont pas honte. ah, c'est carrément écrit dans leur Ils disent document. en fait, on va bloquer cette femme pour qu'elle ait aucun droit, quoi. C'est ça qu'ils disent, mais sans se cacher, quoi, vraiment. Oui, carrément, c'est vraiment ça, c'est écrit carrément dans les documents des cliniques de fertilité. En fait, et puis c'est pour rassurer le client, quoi. Puis la deuxième raison qu'ils invoquent, ils disent que c'est pour ne pas qu'elle s'attache à l'enfant. Alors, ils pensent que ça s'attachera, c'est vraiment, c'est pas prouvé, là, puis ça repose sur absolument rien, mais ils présument ou ils disent que la mère s'attachera pas à l'enfant si c'est pas ses gènes. Alors, on peut en douter parce que les statistiques disent le contraire. Les statistiques nous indiquent que les femmes font plus de dépression postpartum dans le cadre de GPA que quand elles ont une grossesse pour elles-mêmes. Les mêmes femmes, hein, on parle des mêmes femmes. Là, ça, c'est l'étude de Jennifer Lal qui nous indique que il y a des femmes qui ont fait des GPA et qui ont eu des enfants pour elles-mêmes. Et puis, et je pense que c'était le double, si je me souviens bien, de dépression postpartum. Donc, si la dépression postpartum est due à séparation avec l'enfant, parce qu'on ne connaît pas la cause, peut-être que ça peut être aussi les hormones qui lui ont été injectées qui font ça, mais en tout cas, de toute façon, ça repose sur rien, là, leur histoire d'attachement. Il n'y a rien qui vient. Moi, j'ai vu aucune recherche qui venait supporter ça. Si on revient à notre petite diapositive, bon, là, on a vu, c'est ça que c'est. Donc la sorte de GPA qu'on va parler ici aujourd'hui, ça va être celle qu'on appelle gestationnelle, ça veut dire celle qui utilise l'ovocyte d'une donneuse. Alors, vous voyez le cycle menstruel ici. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'ovulation, il y a vraiment un pic ici. C'est la ligne rouge et la Oui. ligne verte, en fait, qui sont indiquées en bas. Ce sont des hormones. Bon, je vais essayer de dire le nom, là. La verte, c'est folliculostimulante et la rouge, c'est hormone lutéinisante. Bon, je l'ai dit, ces deux hormones-là s'appellent les gonatrophines. Pour réussir une implantation d'embryons frais, non pas congelés, là, euh, avec des ovocytes frais, c'est-à-dire il faudra que des cliniciens prennent le contrôle puis qu'ils synchronisent le cycle reproductif de deux femmes, le cycle reproductif de la pourvoyeuse d'ovocytes et aussi le cycle de la mère porteuse. Il faut que les deux cycles soient synchronisés. Alors, pour faire ça, euh, pour faire ça, des injections d'hormones synthétisées vont être utilisées pour induire d'abord, on a mis ici l'hypophyse, là, c'est l'hypophyse. Enfin, ici, là, ici, à gauche de l'écran, vous voyez l'hypothalamus, l'hypophyse, les ovaires. Alors, tout ce système-là endocrinal, tout ce système-là hormonal est commandé, dirigé par le gros commandant ici qui s'appelle l'hypophyse. C'est l'hypophyse qui va vraiment équilibrer tout ça, qui va envoyer tous les signaux au système reproductif, qui va envoyer ce signal aux ovaires, à l'endomètre, bon, et qui va faire le cycle que vous voyez à droite. Donc, comme ils ne veulent pas l'avoir comme interférence, je vous parle des intervenants, des cliniciens, là, pour avoir le contrôle des deux corps, si vous voulez, de la donneuse d'ovocytes et de la mère porteuse, ben, il va falloir inhiber ou induire un dysfonctionnement, si vous voulez, à l'hypophyse pour ne pas qu'elle fonctionne. Et après ça, prendre le contrôle hormonal du corps de la femme. Alors, c'est ce qu'ils font. Même, c'est l'équivalent de produire une ménopause artificielle chez ces jeunes femmes-là, les pourvoyeuses d'ovocytes.
Et puis, on va leur demander ensuite de s'administrer des gonatrophines, là. Ce sont les hormones synthétiques qui vont faire simuler ces pics hormonaux-là dans son corps. Et puis ces ovaires, puis pendant 12 à 14 jours, pour que ces ovaires amènent à maturité, puis là c'est important de le dire, simultanément des dizaines d'ovocytes au lieu d'un seul. Alors ils réussissent à forcer ce corps-là avec de la gonatrophine à produire des dizaines d'ovocytes. Voilà. C'est complètement effrayant ce que tu racontes. C'est vraiment la technologie qui prend le contrôle de corps de femmes comme si c'était un produit, enfin, comme si on était une matière première, en fait, hein. C'est tout à fait ça. Et des cobayes même. Je vais même aller Oui. jusque-là. Je vais même aller jusque-là parce qu'on va voir après ça les effets, là. Alors, une fois que les embryologues ils ont estimé que les ovaires contiennent suffisamment d'ovocytes, ils leur passent des échographies pour ça. Là, ils voient vraiment que, bon, OK, elle a suffisamment d'ovocytes. Suffisamment, d'ailleurs, on va voir suffisamment pour qui, là. Ben là, ils lui demandent de s'injecter une dose d'une autre hormone qui s'appelle le HCG, puis ça va être cette hormone-là qui va déclencher l'ovulation. Et puis là, on va récolter avec la sonde que vous voyez là, on passe à travers la paroi vaginale pour aller récolter dans les deux ovaires des dizaines d'ovocytes qui vont être fécondés in vitro. Et ensuite, ils vont être en culture pour 5 à 6 jours et implantés ensuite dans la mère biologique qui va donner l'enfant à la mère d'intention ou la mère bénéficiaire ou le père bénéficiaire. Euh, les ovocytes sont prélevés le lendemain par intervention chirurgicale. Alors, si les ovocytes ont été achetés pour être utilisés frais, alors ils vont être, bon, comme tu viens de dire, ils vont être immédiatement fertilisés. Là, c'est là que le dosage va avoir une importance très grande. Parce que la posologie et les protocoles qui sont utilisés ne sont pas standardisés. Pourquoi? Essentiellement, parce que on est dans le privé. Même au Canada, les cliniques de fertilité, ce sont des cliniques privées. Aux États-Unis aussi, c'est des cliniques privées. Donc, elles ont un intérêt financier aussi qu'on ne peut pas tasser du revers de la main et dire non, il y en a pas. Il y en a un intérêt financier. Euh, les ovocytes valent beaucoup sur le marché. On va le voir, vous allez voir avec la prochaine diapositive. Et puis, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ça dépend pour qui retire des ovocytes. Alors, les cliniques ajustent le dosage en fonction des intérêts, de leurs intérêts, quand il y a un don d'ovule, ce qu'on appelle un don d'ovule non dirigé. C'est-à-dire que c'est une femme qui se présente à une clinique de fertilité et qui dit, ah ben, tiens, moi, je veux donner, j'ai décidé d'aider les personnes infertiles et je viens donner des ovocytes. Donc, elle n'a pas dirigé ça à une personne particulière. Elle n'a pas il n'y a pas une femme, c'est pas à sa sœur, par exemple. Ça serait un don dirigé. Alors, les dosages qui sont administrés aux pourvoyeuses d'ovocytes ne sont pas les mêmes. Les dosages et les protocoles ne sont pas les mêmes que ceux qui sont administrés aux femmes qui souhaitent soit cryoconserver leurs propres ovocytes ou faire un don autologue, là, c'est-à-dire que, comme on a vu tantôt dans l'exemple, où est-ce qu'elles vont avoir une extraction d'ovocytes, puis, par exemple, l'ovocyte, l'œuf va être fécondé dans une boîte de pétri par le sperme de son mari, par exemple. Ça s'appelle un don autologue. Mais ces femmes-là n'auront pas le même dosage que les femmes qui font des dons d'ovocytes. Puis c'est important de savoir ça parce que plus la femme est jeune, plus elle va réagir aux hormones. Donc elles reçoivent des doses, les femmes qui font des dons d'ovocytes reçoivent des doses plus grandes et réagissent plus que les femmes qui font pour elles-mêmes. En général, elles sont plus âgées, puis leur système de reproduction, leur ovaire,
réagissent moins, si vous voulez, à ces dosages-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça aux femmes plus jeunes? Ben, c'est pour en avoir plus. C'est tout simplement ça, pour avoir le plus d'ovocytes possible, parce que les ovocytes sont monétisés sur le marché. Euh, les cliniques canadiennes n'établissent pas de normes et le nombre d'extractions maximum par pourvoyeuse, comme c'est le cas en Espagne, par exemple, qui est un gros pôle de dons d'ovocytes, l'Espagne. Alors, les protocoles pharmaceutiques des cliniques canadiennes stimulent davantage les pourvoyeuses des patientes, des pourvoyeuses que les patientes infertiles. Ce qui a pour effet que des risques supplémentaires qu'elles prennent elles prennent des risques supplémentaires et réagissent plus fortement aussi. On va le voir. Alors ici, ce que je vous ai mis ici, c'est euh, bon, on l'a vu, les cliniques de fertilité appliquent des traitements différenciés. Le printemps dernier, ici au Canada, donc en 2025, un avocat torontois a annoncé qu'il organisait un recours collectif en Ontario. Alors, il y avait une plaignante ici qui dénonce justement le protocole médical. On lui a extrait 40 ovocytes. Alors vous allez voir le médecin que je vais vous montrer tantôt, quand c'est un don autologue, c'est-à-dire la femme pour elle-même, on en extrait environ de 10 à 14 et ici on en a extrait 40. Le voici, le docteur Elias Daoudou. Alors, ce qu'il dit, ça vient de la série documentaire Naissance du futur. Ce docteur-là est directeur du Centre de procréation de Sainte-Justine, puis explique que les mesures de contrôle qui sont mises en place par son centre ont fait en sorte qu'il n'y a pas enregistré d'hospitalisation imputable au syndrome d'hyperstimulation ovarienne, qui est un effet à court terme le plus commun ou en tout cas le plus documenté sur les dons d'ovocytes. Les cliniques affichent que ce risque-là est environ 1%. Vous allez voir que les chiffres qu'on a sont très différents. Et lui, il dit que l'idéal, c'est d'avoir un cycle qui va donner entre 7 et 14. Alors, la jeune femme qu'on vient de voir, elle en a eu 40. Alors, il dit, plus on a de follicules, plus on a de taux d'estrogène élevé, donc plus on a un risque de syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Alors, il dit, heureusement, la forme sévère actuellement n'existe pas. Moi, ça m'a fait tiquer d'avoir vu ça parce que c'est dans un documentaire, et puis je suis allée voir, et puis ce monsieur-là travaille au centre hospitalier de Sainte-Justine. Alors, ils font des extractions d'ovules pour des dons autologues. Donc, vous voyez, eux, ils rapportent, en tout cas, j'ai pas vérifié, j'ai pas de chiffres, je sais pas j'ai pas pu vérifier là où il a pris ces chiffres, peut-être il a probablement raison, mais eux n'ont pas eu de syndrome d'hyperstimulation ovarienne parce qu'ils font des extractions entre 7 et 14 ovules par femme, ce qui n'est pas du tout le cas des cliniques qui prennent des dons d'ovocytes pour, euh, pour les rendre sur le marché, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'eux, ils font des extractions, mais pour des femmes, c'est pour elles, c'est pas pour les vendre à d'autres acheteurs, en fait, c'est ça. Voilà, Donc forcément, il y en a exactement. moins et il y a moins de risques. Il y a moins de risques aussi parce qu'elles sont plus vieilles. Elles réagissent Oui. leur système ovarien réagissent moins fort au dosage, puis les dosages sont plus bas. Alors, ici, c'est une femme qui s'appelle Christine, qui est il y a un site qui s'appelle We Are Ex Donors. C'est un site très intéressant où les femmes écrivent, c'est comme un blog où elles écrivent leur expérience de don d'ovocytes. Elle était infirmière, d'ailleurs, elle a été extrêmement malade. Elle a eu un syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Euh, vous pouvez aller lire son histoire, soit sur notre site ou soit sur We Are Ex Donor. En résumé, si je résume, un don d'ovocytes, il y a juste de la souffrance. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a que de la souffrance physiologique. Il y a 63 à 70% des cycles, hein, pas des ovocytes, mais des cycles d'extraction
qui produiront pas de naissance vivante. Donc, la très large, 70, ils sont faits pour rien, finalement. Ça vient du Canadien, ça vient du registre que je vous ai montré tantôt. Il n'y a aucune rémunération qui est permise au Canada, puis il y a des risques à court terme et à long terme que l'on ne connaît pas encore bien. Le seul, il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas de recherche qui a été faite sur les effets à long terme. Sur les donneuses d'ovocytes, parce qu'on a fait les recherches sur les femmes qui faisaient des dons autologues, c'est-à-dire pour elles-mêmes. Donc, il y avait pas, on l'a vu, il n'y avait pas les mêmes risques, puis ils n'ont pas les mêmes dosages. Donc, pour les femmes, pour les donneuses, il n'y a rien présentement qui existe, ni aux États-Unis, ni au Canada. Alors, les chercheuses réclament depuis plus d'une décennie la création d'un registre national qui suivrait l'état de la santé des pourvoyeuses, au moins la suivre sur plusieurs années, parce qu'à long terme, on n'a rien. L'anthropologue médicale Diane Tauber, dont je vous parlais tantôt, a pris l'initiative d'elle-même de piloter un projet, puis fait le suivi sur des pourvoyeuses d'ovocytes depuis plus d'une dizaine d'années. C'est sur une base volontaire. Les femmes, elle les rappelle, elles viennent lui parler. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un registre national, puis le recrutement se fait sur une base volontaire. Les pourvoyeuses ne savent toujours pas, souvent, elles ne savent pas les posologies puis le type d'hormones auxquelles elles ont été exposées. Elle prend, il y a beaucoup d'Américaines, mais elle prend aussi des Espagnols et puis Canadiennes. Il y a des gens d'autres pays aussi qui sont dans sa recherche. Alors, les effets à court terme et à long terme qui ont été signalés dans le cadre de son projet qui s'appelle le projet Ovado, c'est que 10% d'entre elles ont signalé qu'elles étaient devenues infertiles. Infertile. Dans le livre, un livre que je vous recommande si le sujet vous intéresse, c'est Ex-Glonomics, c'est un livre de Diane Tauber. Il y a même une pourvoyeuse d'ovocytes qui est devenue infertile puis qui a l'intention d'avoir recours à une pourvoyeuse d'ovocytes pour devenir enceinte. Eh oui. Alors, cyniquement, il y a comme une sorte de chaîne d'infertilité qui se crée par le marché lui-même. Alors, 10% de la ressource humaine de l'industrie de la fertilité deviennent infertiles puis deviennent elles-mêmes des clientes. Ça, c'est ce qu'on appelle de la rentabilité. On voit les effets à court terme, c'est le syndrome d'hyperstimulation dont on vient de parler, que Tauber a recueilli les données, si vous voulez, a enregistré les données là, dans son projet. Torsion ovarienne, endométriose, ça c'est assez fréquent aussi, puis ovaire polykystique aussi. À long terme, maintenant, c'est ce qu'elle a, comme je vous dis, il n'y a pas de recherche avec des groupes comparatifs, il y a juste, en fait, tout ce qu'on a, là, c'est ce qu'elle a fait. Donc, ils ont relevé des problèmes de thyroïde, incluant des cancers, des maladies de graves, cancer du sein avant 40 ans, sans historique familial, cancer des ovaires, ménopause prématurée, cancer du côlon, c'est une couple de fois je le vois celui-là, puis infertilité. Euh, Sur les cliniques de fertilité, vous allez toujours voir que l'extraction, la stimulation ovarienne, c'est toujours annoncé 1%, moins de 1% vont faire une stimulation ovarienne, vont avoir pardon, un syndrome de stimulation ovarienne sévère. Ça, c'est ces données à elle. Alors, vous voyez à l'écran, sévère, là, ce que vous voyez, c'est que il y en a, selon les dosages, puis selon les protocoles utilisés, c'est beaucoup plus. On va jusqu'à 26%, là. Puis, je ne sais pas si vous voyez les chiffres suffisamment, mais la première ligne en haut, là, c'est le nombre d'ovocytes qui ont été extraits. Alors, vous voyez que le plus haut taux, là, écoutez, c'est énorme, là, syndrome d'ovocyte, d'hyperstimulation ovarienne sévère, c'est énorme, 26%. Alors, ces femmes-là s'étaient fait extraire 50 ovocytes et plus, là. Euh, voilà, je porte attention, ces recherches compilent les répercussions, c'est ça, à long terme, voilà.
Et puis le 1%, on est loin de ce qu'elle elle a, ce qu'elle a recueilli. Voilà, ici, c'est le coût, la marchandisation d'un ovocyte. La valeur a grimpé, je crois, de 270% grâce à la technologie de la cryoconservation, ou en fait, ça s'appelle la vitrification. Ça veut dire banquer les ovocytes, les congeler et puis après ça, les revendre en petits paquets sur le marché mondial. Cette technologie-là a fait bondir les prix des ovocytes parce que c'est devenu extrêmement rentable de pouvoir les banquer. Pourquoi? Parce que t'as moins besoin maintenant de synchroniser deux corps, le corps de la donneuse d'ovocytes et de la mère porteuse. Elles sont pas obligées d'être ensemble, elles peuvent être dans un pays différent tous les deux. Et puis, la banque peut conserver les ovocytes pendant une grande période de temps. Puis, la découverte qu'a faite, c'est un Japonais, on va le voir tout à l'heure. Ben lui, ben, ça l'a permis de contrôler beaucoup mieux la ressource, évidemment. Euh, je attire votre attention. Ça, c'est un tableau que j'ai pris dans le livre de Diane Tauber, Economics. Et puis, elle montre, ce que vous voyez, c'est pour un nombre, le même nombre d'ovocytes, c'est 30 ovocytes. Elle a pris ce chiffre-là. Le coût pour le client, par exemple, dans la première colonne, c'est 41 000 pour 30 ovocytes. La rémunération de la mère porteuse, c'est 7 500 Ça, on est en dollars américains. Puis ça, c'est des données de 2024. Et puis, donc, le total pour la clinique, c'est 33 500 avant frais. Dans le deuxième scénario, il y aura un partage le même lot, si vous voulez, de 30 ovocytes qui est séparé en deux clients. Donc là, ils peuvent vendre chaque lot de 15 à deux clients et ils le vendent 30 000 par client, ce qui fait que le coût pour chaque client, c'est 30 000 mais la clinique reçoit 60 000, évidemment, parce qu'il y en a deux. Euh, la rémunération de la mère porteuse, c'est toujours la même chose, c'est 7 500 ça ne varie pas. C'est juste qu'on a séparé le lot en deux, puis on l'a vendu à deux clients différents. Et puis ici, le profit de la clinique, mais ça, c'est pas le profit vraiment parce que c'est avant dépense, c'est 52 000 Et là, nous avons la fameuse banque, ici, la dernière colonne. On a toujours le même lot de 30 ovocytes, mais on est capable de faire 5 lots de 6 ovocytes qui vont se vendre 22 000 chaque, donc 132 000 pour le client, 22 000 par client. Et puis la rémunération de la pourvoyeuse, ça va être encore 7 500 Et bien sûr, là, on voit le prix de la clinique, en fait, le profit de la clinique qui vient de bondir, qui est rendu à 124 000 Voilà. Ici, c'est un bref historique de comment ça a commencé. Bien, on sait tous, en 1978, c'était Louise Brown, le premier bébé éprouvette, qui a d'ailleurs été fait avec une extraction d'ovocytes autologue, c'est-à-dire c'était la mère de Louise Brown qui a fourni elle-même son propre ovocyte. Ensuite, ça a été en 83, donc quoi, ça fait 5 ans plus tard. Alors là, c'est vraiment la naissance de l'industrie de la fertilité parce que le docteur Townsend utilise un ovocyte d'une donneuse. C'est ici. Ensuite, tout le monde, en tout cas ceux qui ont, pas tout le monde, mais on se souvient peut-être du scandale Baby M aux États-Unis. Donc, l'enfant avait été conçu avec l'ovocyte de la mère porteuse. Et puis, ça avait été une cause judiciaire parce qu'elle avait fini par vouloir garder l'enfant. En 2001, on a notre monsieur japonais, Kuwayama, qui invente la vitrification. C'est là vraiment le début, c'est là que le marché bondit en 2001. Euh, Parce que là, c'est là qu'on est capable de vitrifier les ovocytes. En 2002, première banque d'ovocytes aux États-Unis.
donc directement l'année suivante. En 2012, l'American Society of Reproductive Medicine retire l'étiquette expérimentale de la vitrification. Ça aussi, ça a été important parce que jusqu'à ce moment-là, ils considéraient que les ovocytes qui étaient congelés, c'était expérimental. Là, ils ont retiré, donc ça a donné vraiment le dernier coup de, comment je dirais ça, d'étrier à l'industrie. Alors aujourd'hui, en 2019, 30% des ovocytes sont vitrifiés, puis en 2024, ben, l'augmentation du profit des agences était 270%. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ben, ce sont les catalogues d'ovocytes. Au Québec et au Canada, aux États-Unis, les pourvoyeuses sont sélectionnées à partir de leurs caractéristiques physiologiques, intellectuelles, leur ethnie, la couleur de leurs yeux, leur taille, leur historique médical et leur capacité reproductive. Mais l'achat d'ovocytes, en fin de compte, c'est quoi? C'est en réalité, c'est un achat d'ADN. Tu achètes de l'ADN. Les ovocytes sont parfaits. Puis c'est curieux parce que même que tu achètes de l'ADN, les ovocytes sont parfois sélectionnés en fonction de l'appartenance religieuse ou de la culture de la pourvoyeuse. C'est ce que Diane Tauber avait relevé dans les cliniques. Par exemple, a donné comme exemple qu'il y a des Africains qui hésitent à sélectionner des ovocytes d'Afro-Américains car ils considèrent qu'ils sont d'une identité différente, comme si l'expérience culturelle se transmettait dans les gènes. Ah oui. Nous voyons, ouais, nous voyons des agences qui se spécialisent aussi à fournir des ovocytes juifs. Enfin, vous voyez tout ce qui se... C'est très, très raciste Ben, et c'est raciste, mais en même temps, c'est absurde aussi parce que... absurde. Ouais, mais enfin, Oui, le racisme est absurde oui, en oui, soi, donc oui. Oui, tout à fait. ça reprend le côté absurde du racisme, en fait. Enfin, c'est Oui, tout à et fait. moi, j'ai une question par rapport aux photos, là. C'est vraiment ça, en fait, elles mettent des photos d'elles enfant. Oui, voilà, c'est ça. C'est C'est ça. c'est c'est flippant. Enfin, c'est Oui. vraiment flippant. C'est-à-dire qu'on a des catalogues avec des enfants en photo, quoi. C'est Ben, c'est la pourvoyeuse d'ovocytes ouais, qui met sa photo d'elle-même quand elle était jeune pour que les parents bénéficiaires sachent à peu près à quoi va ressembler leur enfant. oh là là. Puis j'étais surprise de voir qu'il y avait même dans les catalogues, ce catalogue-là est canadien et américain, puis j'ai mis RAMQ éligible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en tout cas, les Français, les Québécois savent ce que ça veut dire. Les Français, ça veut dire que vous êtes éligible par le programme d'assurance médicale du Québec. Ça va être payé, ça va être remboursé, autrement dit. Donc, vous pouvez choisir, sélectionner juste les pourvoyeuses d'ovocytes qui sont éligibles au programme québécois, qui sont subventionnés, quoi. Paradoxalement, des parents qui ont consacré des semaines à sélectionner une pourvoyeuse d'ovocytes qui correspond aux critères puis aux caractéristiques qu'ils veulent, ils vont minimiser l'importance du lien génétique à leurs enfants qui vont être issus de cette pratique-là. Puis le simple fait d'avoir choisi cette pratique-là pour accéder à la parentalité, c'est pourtant une indication qu'ils considèrent que le lien génétique est primordial pour eux, parce que sinon, ils auraient opté pour une autre solution. Alors ici, j'ai parlé surtout des pourvoyeuses d'ovocytes dans cette présentation-là parce que on est habitué beaucoup à voir les mères porteuses, puis je pense qu'il faut parler des deux, mais je trouvais que ça n'avait pas été tellement couvert le côté pourvoyeuse d'ovocytes. C'est pour ça que j'avais décidé quand même de m'étendre un peu plus sur celui-là. Mais je vous mets quand même à l'écran, ça on en voit, en tout cas, pas assez souvent, mais quelquefois on voit des mères porteuses comme ça qui montrent le nombre d'injections qu'elles ont dû se donner et de médicaments qu'elles ont dû prendre. La liste des médicaments est ici d'ailleurs à gauche. Et puis tout ça, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est pour simplement synchroniser les deux corps, hein, le corps de la donneuse d'ovocytes et puis le corps, donc parce que tu peux pas. J'étais surprise de voir qu'il y avait des gens encore aujourd'hui qui pensaient pas que on pouvait
en fait, il y a plus de monde qu'on croit qui pense qu'on peut prendre un embryon et l'implanter dans l'utérus d'une femme jeune, puis ça va marcher. En fait, tout ça, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est tout ce que ça prend pour que ça fonctionne quelquefois, hein, pas tout le temps, là. Mais il faut leurrer le corps, on appelait ça avec Clémence, leurrer le corps, faire croire au corps qu'il est enceint avec cette panoplie-là d'hormones synthétiques. Alors, ouais, ça on en a parlé tantôt. Que je trouve, enfin, je peux intervenir parce que Oui, moi, bien sûr, bien sûr. la première fois que j'avais lu ce tableau, je voyais pilule anticontracéptionnelle, je pensais pilule contraceptive, mais non. En fait, c'est une pilule contre la contraception. Ça veut dire que, alors que le droit à la contraception, ça a été quand même un acquis pour beaucoup de femmes, Oui, et bien là, on va imposer à une femme, parce qu'elle rentre dans ce protocole, de prendre quelque chose qui l'empêche d'avoir une contraception. Enfin, c'est ça que je comprends, en fait. oui, tout à fait. Ben oui, parce qu'on veut contrôler le corps, donc on veut absolument s'assurer qu'elle ne Mmh. tombera pas enceinte de son mari ou avant ou pendant le processus. Donc, tu sais, tu dois la contrôler. Une fois que son hypophyse est bloquée, là, tu la contrôles de A à Z. Là, à partir du moment où elle a décidé, elle s'engage dans le processus, jusqu'à plusieurs semaines de grossesse, je pense qu'on va autour de presque la moitié de la grossesse où elle doit prendre de la médication. Mmh. Mais Euh, aussi quelque chose qui l'empêche d'avoir une contraception. Ça veut dire que soit elle a plus, accès à sa propre sexualité, soit, de toute façon, elle peut pas prendre de contraceptif, quoi. C'est ça que je comprends. Donc, elle doit prendre un contraceptif. C'est au tout début. Ça, c'est avant. C'est au début du protocole pour être certain qu'on arrive bien avec une Mmh. femme qui n'est pas enceinte. Tu Ah oui. comprends? De 10 jours ou de 3 jours ou de, tu sais, pour pas que le bébé soit son Oui. bébé à elle ou à son mari. En tout cas, tu vois, Mmh. c'est pour être certain que c'est bien le bébé des clients, quoi. Oui. Alors, les mères porteuses doivent prendre. Et puis, cyniques parce qu'elles sont recrutées en fonction de leur fertilité. Et puis, donc, normalement, c'est des femmes qui n'auraient pas besoin de rien prendre pour tomber enceinte parce qu'elles sont justement recrutées en fonction de leur fertilité. Mmh. Voilà. Oui, ça, on en a parlé tantôt. Oui, on a parlé tantôt. Voilà. Alors, je passe à la suivante. Alors ça, je vais vous parler un petit peu du Québec. Il n'y a pas beaucoup de données sur le Québec. Il y a ce chercheur-là qui s'appelle Kevin Lavoie qui a fait sa maîtrise sur mère porteuse et sur donneuse d'ovocytes. Alors on a lu quand même, c'est quand même une 250 pages. Je pense que c'est très intéressant d'ailleurs sa recherche. Le monsieur est pro, euh, pro GPA. Et puis, c'est difficile d'avoir quand même des mères porteuses au Québec, parce qu'il y avait le frein qu'on avait, c'était avant 2023 qu'il a fait sa thèse, donc avant que les contrats soient reconnus par la législation québécoise. Donc, il a réussi à avoir un échantillon quand même de 15 mères porteuses pour faire sa thèse, qui est une thèse comment on dit ça, qualitative, des données qualitatives. C'était des entretiens, des interviews avec les mères porteuses et les donneuses d'ovocytes, essentiellement ça. Et puis, sur l'échantillon de 15 mères, on a fait le résumé, moi puis Clémence, et puis sur 15 mères porteuses, je les ai mis. Il y a eu un avortement, il y a eu un abandon d'enfant, c'est-à-dire que les parents bénéficiaires ne sont pas venus chercher l'enfant, c'était des Français. Il y a eu une dépression postpartum. Il y a eu au moins une césarienne, on soupçonne deux. Il y a eu un deuil périnatal, deux grossesses gémellaires, des tensions de séparation, des pertes d'amitié. Sur les 10 pourvoyeuses, sur les 10 pourvoyeuses d'ovocytes, il y a eu un syndrome d'hyperstimulation ovarienne sévère qui a nécessité une hospitalisation d'urgence, puis un syndrome d'hyperstimulation ovarienne qui était léger ou moyen, mais le chercheur ne l'a pas spécifié. Donc, encore là, on est bien au-dessus de 1%, là, mais peut-être qu'il a été malchanceux, le gars, puis qu'il y a eu deux, mais j'en doute.
Alors, ensuite, ça, c'est une très récente recherche où Valaise, canadienne, d'ailleurs ontarienne, 2024, où la chercheuse, là, on a quand même un gros échantillon, on a 900 000 naissances, c'est pas 900 000 GPA, là, c'est 900 000 naissances qui sont comparées. Il y a des grossesses spontanées, 20 000 naissances de grossesse avec recours à une fécondation in vitro, et puis 956 naissances où on a une grossesse pour autrui avec une fécondation in vitro. Donc, vous voyez là, c'est les trois couleurs que vous voyez là. Et puis, ça, c'est sur notre site également. Alors, le taux de morbidité maternelle sévère, c'est quand même grave, là, la morbidité maternelle sévère. Tu peux, si t'as pas d'intervention, puis t'es pas toujours sauvé, là, c'est la mort qui est au bout de ça. Alors, c'était 3,5 fois plus élevé dans les cas de GPA avec fécondation in vitro. Donc, 7,8%, c'est énorme. Euh, 4,3% quand on a une fécondation in vitro, puis 2,3% pour les grossesses naturelles. Trouble d'hypertension, 13 points. Voilà, c'est la ligne bleue, là, que vous avez, bleu foncé qui est en bas. Voilà. La loi canadienne, oui, la loi canadienne sur la procréation assistée est là depuis 2004, là. Et puis, on a attendu 20 ans avant d'avoir une étude qui a évalué les risques pour la santé des mères porteuses ayant recours à une fécondation. 20 ans avant qu'on fasse ça. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune étude à ce jour sur les effets à long terme pour les pourvoyeuses d'ovocytes. Et bon, là, j'avais un petit peu les nouvelles techniques de procréation. C'est pas très réjouissant. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être prendre les questions, Marie. Oui, il y a plusieurs questions, notamment, comme tu parlais en fait de tout de toutes les manipulations génétiques. Elle me Oui. demande, est-ce que au moment de l'accouchement, on agit encore sur l'ocytocine, qui est quand même l'hormone de l'attachement, pour éviter que la mère s'attache à son bébé, en fait. Tu veux dire qu'on fasse une espèce de contrôle de De l'ocytocine? l'ocytocine, ouais. Je crois pas ce que je sache, mais ça dépend toujours des arrangements. Il y a des femmes qui demandent d'avoir l'enfant sur elles ou qui demandent de l'allaiter. Puis, tu sais, parce que je pense que l'ocytocine, je crois, je suis pas certaine, mais je pense que c'est provoqué aussi par ce geste-là. J'ai l'impression que ça arrive avec cette réunion-là aussi, là, naturellement. Et puis, non, je crois pas ce qu'ils font, des fois, les femmes vont donner leur lait ou ils vont prendre des produits pour arrêter la lactation. Mais ça dépend. Il y en a qui demandent de tenir l'enfant 2 minutes, d'autres, mais des fois, ça leur est refusé. Hein, C'est alors, l'horreur. oui, oui, ça les C'est oui, horrible, horrible, oui, horrible oui, d'être arraché comme ça. oui, Ouais, ouais, oui. ouais. Mais Et pour l'enfant aussi, on n'a pas de données non plus, très peu de données sur l'enfant. En fait, on connaît, non, c'est pas vrai, on connaît très bien les données de stress que c'est causé quand tu oui, sépares un enfant. Ça, on le connaît très, très bien, oui. ouais, ouais, ouais. C'est très Et documenté. Mm. mmh. Après, j'ai l'impression, enfin moi, ce que j'avais lu aussi, c'est que tout le travail psychologique, il est fait en amont. Enfin, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est Oui, que de toute façon, comme tu dis, on les dissocie de leur oui, grossesse oui, pour justement éviter qu'elles voient la réalité, que en fait, c'est leur oui, enfant. c'est ça. Les brochures sont faites comme ça, d'ailleurs. Les Oui, brochures, oui, ouais, ouais, qui c'est s'adressent assez incroyable, ouais. aux femmes. Euh, Oui. Il y a une autre question justement sur enfin, c'était très intéressant justement de voir aussi parce qu'on entend souvent parler des mères porteuses, mais là tu as beaucoup parlé aussi de ces pourvoyeuses d'ovocytes. Oui. Qu'est-ce qui peut les motiver en fait à donner ou vendre, enfin à être pourvoyeuse, alors que c'est quand même une démarche assez délétère sur la santé, qui a Mhm. peu ou pas de rémunération. C'est quoi qui les motive en fait, ces femmes?
Ben, ça dépend où est-ce qu'elles habitent. Aux États-Unis, c'est beaucoup. Aux États-Unis, ces femmes-là sont beaucoup recrutées dans les universités. Donc, elles sont endettées. Bon, pourquoi c'est vraiment un bassin pour les cliniques? Parce que c'est des femmes qui sont jeunes. Donc, il leur faut des femmes jeunes. Et il leur faut. Puis, en général, elles sont endettées parce qu'aux États-Unis, quand même, c'est assez cher l'éducation. L'éducation universitaire est quand même. Beaucoup plus cher qu'ici, en tout cas plus cher qu'au Canada. Donc, elles ont des dettes d'études et elles sont jeunes. Donc, il y a cette motivation-là. On voit beaucoup, beaucoup d'étudiantes. D'ailleurs, ils recrutent dans les universités aux États-Unis. Maintenant, ici au Canada, où c'est censé être altruiste comme en Angleterre, ben, il y a quand même un peu d'argent qui est donné. Je crois que c'est autour de 5 000 ou 6 000 mais on ne sait pas trop à qui ça va, là. J'ai l'impression que ça va aux banques parce que dans les frais que les parents payent, il y a toujours ces prix-là où ça va des fois jusqu'à 20 000 Donc, combien la mère porteuse n'est pas supposée être rémunérée, mais est-ce que c'est contrôlé? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de mères porteuses, pas de mères porteuses, pardon, de donneuses d'ovocytes Joyeuse, ouais. qu'ils font parce qu'elles ont connu par sentiment de culpabilité. Mhm. Tu sais, quand tu lis un peu les témoignages, d'ailleurs, on a les témoignages aussi sur notre site. Mhm. Certaines vont dire ben, c'est un sentiment de culpabilité parce que ma sœur est infertile ou une telle est infertile. Tu sais, tu vois, puis des fois, c'est des dons dirigés aussi, c'est-à-dire Ah oui. donc, un père tu sais, ben, mon frère est homosexuel et puis ben, il voudrait avoir un ovocyte de sa famille parce que ça va être fertilisé avec son chum. Tu vois, tu sais, c'est comme pour avoir les génétiques. Il y a toutes sortes de raisons comme ça, là. Mais il y a des fois, il y a vraiment des raisons de don de soi total, là, tu sais, où les femmes sont peu. Par contre, ce qu'on lit souvent, c'est qu'elles sont peu informées sur les risques et les douleurs qu'elles vont avoir, ouais. C'était une des questions, voilà, sur est-ce qu'elles savent tout ça, en fait, Non, parce que quand tu lis voyez. justement le document de la voix, ce que je lisais souvent, c'était on nous a pas informés correctement, on nous a pas tout dit, tu sais, on nous a pas bien expliqué, tu sais, parce que Ouais. souvent elles s'attendent pas à avoir ces douleurs-là. Ouais. Et il n'y a pas juste les douleurs, hein, il y a les effets aussi. Ouais, Après, ouais. Les ouais. conséquences. Et il y avait une autre question, c'est est-ce que tu sais, à peu près combien d'enfants sont vendus de la sorte, enfin au Québec? Combien d'enfants Ouais, sont ben produits de cette façon-là? ouais, ben tu vois sur ce que j'ai comme données, c'est c'est la recherche de Velez que j'ai parlé qui était sur 1 million là, de naissances, enfin 900 quelques mille naissances en Ontario sur 9 ans, je crois, 9 ou 10 ans, c'est sur autour de ça. Et puis là-dessus, ben il y en avait 890 à peu près. Donc sur 10 ans, tu vois, ça fait à peu près. Mais là, c'est juste en Ontario, hein. Donc on c'est juste dans une seule province. Donc, on peut à peu près mettre quoi, 100 par année à peu près, là, dans Ouais. cette province-là. Mais ça compte pas les GPA qui ont été faites pour des étrangers. Il y en a quand même beaucoup, là. Ah oui, oui, Ouais. parce qu'il y en a pour les gens au Québec, mais aussi, des gens qui viennent, de Qui viennent de l'étranger, l'étranger. Ouais, 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 c'est ça. d'accord. Écoute, il y a plein de spectatrices qui disent: «Il faut absolument que cette conférence circule», enfin Ah oui, ah, je suis plein de d'accord. Oui, plein de absolument. remerciements et puis vraiment Oui, c'était très, très riche parce que ça permettait de comprendre, techniquement et puis aussi, bah, ces femmes aussi pourvoyeuses, dont on enfin qu'on n'imagine pas forcément au premier abord en fait donc exact, c'est ça. ouais, Moi, je dirais aller sur notre site, aller sur le site ouais, SPA. Vous allez avoir toute cette information-là et beaucoup ouais. plus. Vous allez avoir de l'information sur les contrats, sur les causes judiciaires qui ont été faites au Canada et ailleurs. Vous allez avoir de l'information sur les données, les risques. En fait, on essaie de le maintenir le plus à jour possible puis le plus complet possible aussi. Mmh. Il y a une autre question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes contre les médecins? Non, il y a le recours judiciaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ouais, que je suis au courant, là,
que je suis au courant. Mhm. Ouais. Ouais. Au Canada. Ça va Ouais. peut-être venir. Enfin, on espère que voilà, il y aura des recours quand Je même. pense que ça va venir. Je pense que ça va venir parce que les femmes ne savent pas à quel point elles sont cobayes, en fait. C'est ça. Oui, Elles croient, on leur donne confiance que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Puis elle avait très raison, Ray Marcelian, quand elle a dit, quand elle a dénoncé ça, en fait. Oui. oui. Mais c'est assez. C'est bien que tu aies commencé par la présenter, Ramal Salem, parce que c'est vrai que c'est quand même une de nos porte-paroles inespérées, Oui, on va dire. Voilà, tout à fait. Ah oui, ça c'était inespéré, oui, tu as raison. ouais, ouais, ouais. Et puis sur plein de sujets, hein, notamment sur le Oui, transactivisme, sur plein de choses, oui, elle est vraiment très chouette, très, Ramal très Salem, hein. bien. Il faut On est saluer content que. évidemment la SIAM ici Oui, qui fait un travail formidable, vraiment un travail formidable pour sensibiliser et politique aussi pour sensibiliser. C'est les politiciens en fait et les médias qu'il faut sensibiliser. Oui. oui, oui, oui. Et Mm. puis et les politiques, mais je crois qu'on va bientôt les recevoir ici sur ces C'est très webinaires, bien. donc ce serait vraiment très très intéressant qu'elles viennent nous parler. Bon, ben, on va arriver à la fin du webinaire. Mhm. Euh, Ben, merci Ghislaine déjà pour Ben, ta merci. présentation qui a vraiment été très très intéressante. Il y a plein de cœurs Ben qui oui, je arrivent. vois, oui. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir tout le revoir. monde.